Il est une ville, au bord du fleuve, où s'arrêtèrent un jour 4 fils de navigateurs. Ceux-là, désormais, devront s'y arrêter aussi, qui voudront raconter l'avènement encore modeste du Canadien français parmi les grands producteurs industriels. Sorel, confluent historique du Richelieu et du Saint-Laurent, les deux grandes voies d'eau qui ont véhiculé tout l'essentiel de notre histoire. Sorel, une ville besogneuse, où d'anciennes traditions artisanales ont su s'adapter à des techniques nouvelles et audacieuses. Sorel, bâtisseuse de navires, gardienne de chenaux. Et Sorel aussi, dont le renom est lié au nom prestigieux sorti de ses chantiers. Un labrador qui ouvre les glaces polaires. Un abegweit qui relie quotidiennement l'île du Prince-Édouard au reste du pays. Mais il y a un nom qui est surtout inséparable de celui de Sorel, Simard. Et ce bateau-là, évidemment, pas besoin de se demander pourquoi il était à la place d'honneur. Si je ne m'abuse, c'est un des chefs-d'œuvre de vos chantiers de Sorel, le fameux brise-glace à Abegweit, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un sommet. Et avant d'arriver jusqu'à de tels sommets, on voudrait bien voir un peu ce qui les a préparés en montant, si vous pouvez, jusqu'au petit gars que vous avez été. Il ne doit pas être tellement difficile de le retrouver parce qu'on nous a dit que c'était un petit gars plutôt explosif, qui était même, littéralement, paraît-il, amateur d'explosion. C'est vrai, ça? Ah bien, je trouvais que l'explosion de la dynamite me fascinait. Les jours de congé, je passais mon temps à voir travailler le chemin de fer, là, faire la voie ferrée. Et puis, dans ce temps-là, vous savez, de l'argent, on n'en avait pas beaucoup. Alors, comme on avait des poules, je prenais les œufs chez nous dans le poulailler. Et les Italiens restaient dans des tentes, se nourrissaient eux-mêmes et consomment beaucoup d'œufs. Alors, ça, c'était la monnaie. Alors, je changeais ça aux Italiens. Par exemple, pour 3-4 œufs, ils me faisaient sauter avec une batterie, là, les mines. Ou pour une demi-douzaine d'œufs, je pouvais avoir 3-4 douzaines de bâtons de dynamite. Et là, je revenais, puis avec mes compagnons, avec mes cousins, nous employons cette dynamite-là. Qu'est-ce que vous faisiez exactement pour améliorer le paysage ou bien pour oui. embellir la nature? Oui, parlons-en d'améliorer le paysage. Et à propos de votre carrière de dynamiteur juvénile, est-ce qu'il n'y a pas une certaine journée criminelle aussi qui a, pour ainsi dire, servi de point de départ à votre existence sorelloise, en forçant, pour ainsi dire, votre famille à vous exiler de ce côté-ci? L'autre crime, le dernier, c'est celui où on avait fait sauter notre grand-père. Il y avait devant la maison de mon grand-père 2 ou 3 grosses roches, et je me rappelle, mes oncles, du côté de ma mère, se plaignaient qu'ils cassaient les moissonneuses, les faucheuses, et puis ils disaient, un jour, faudra en profiter, on tâchera de faire sauter ça. La dynamite était devenue chose courante et connue dans le temps à la baie. Alors j'avais dit à un de mes cousins, pourquoi est-ce qu'on ne leur rendrait pas ce service-là? Ça se trouvait un peu avant les récoltes. Alors on décide d'un bon samedi matin de partir avec notre salle d'école. On allait toujours étudier. Et on laissait nos livres à la maison, puis on mettait notre dynamite dans nos sacs de colle. Alors ça marchait, on était des élèves, vous savez, un peu extraordinaires.
Alors, on s'en va dans le champ. Notre grand-père, qui était sur le perron, puis qui nous voyait écraser l'avoine, dit, qu'est-ce que les enfants-là font dans le champ? L'idée y est venue de venir voir qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on faisait là. Alors, on venait juste de charger la dynamite en dessous de la roche. On avait percé nos trous avec une barre de fer, puis on avait allumé notre mèche, puis on se sauvait, nous autres, à une certaine distance, pour pas qu'il y ait aucun danger. Et en se sauvant, on voyait notre grand-père qui marchait, qui venait voir qu'est-ce qu'on faisait là. Alors, au lieu de venir dans notre direction, Il voulait voir ce qui s'était passé. il voulait voir qu'est-ce qui s'était passé, puis on avait beau, nous autres, à dire, pépère, vous allez vous faire sauter. Toujours, à un moment donné, ça sautait, cette affaire-là. Et puis, lui aussi. Alors, on a dit, ben, c'est réglé, on vient de tuer notre grand-père, on va être pendu. Alors, l'idée nous est prise de se sauver, puis de traverser ce qu'on appelle la rivière des Vases. Et finalement, toujours après avoir réfléchi, le soir, on est revenu à la maison. Pour vous faire pendre? Pour nous faire pendre, et je vous assure que quand on a trouvé que notre grand-père avait été juste un peu égratigné, on a eu la volée, mais elle était douce à comparer à la corde à laquelle on avait pensé toute la journée. Bon, ben, c'est ça que vous vouliez que je dise, alors vous l'avez. Baie-Saint-Paul, avec le fleuve à ses pieds, cache dans un repli des Laurentides une beauté saisissante. Le petit village paisible d'autrefois, rendez-vous des navigateurs et des terriens aussi, agrandi, maintenant c'est une ville prospère, un chef-lieu qui respire le bien-être. Baie-Saint-Paul semble avoir tiré le plus grand profit de ce mariage du sol avec la mer. Car en plus d'assurer à ces gens une solide aisance, elle a fourni au pays un grand nombre d'hommes énergiques et entreprenants. C'est ici que la destinée des frères Simard s'est préparée au pied d'un cap imposant, à quelques pas des battures lavées par le montant. Entre deux voyages, les navigateurs y racontaient leurs exploits. Tout parlait bateau et tout sentait le vent du large dans la maison. Fils de navigateurs, leur aventure devait naturellement se jouer parmi les choses de la mer. Pas besoin de vous demander si vous avez été obligé de commencer à travailler jeune, vous aussi, alors? Oui, on a commencé à travailler très jeune. Et l'année que ma mère est morte, en 1904, alors pour, à un moment donné, alléger le fardeau de ma sœur aînée qui tombait en charge de la famille à l'âge de 16 ans, eh bien, mon frère Joe, Arsène et moi sommes allés avec mon père sur la Côte-Nord. Et évidemment, le reste de la famille était resté à la Baie-Saint-Paul. Et c'était une année difficile, des tempêtes, on a failli se perdre à plusieurs reprises, à tel point que mon père avait décidé que c'était la dernière fois qu'il partait le printemps et revenait l'automne, et qu'il devait essayer de naviguer pour être plus proche de sa famille, voir à l'éducation des enfants. Et là, il avait commencé à travailler pour la compagnie Richelieu, qui faisait le service dans le temps de Québec à Liège-Chicoutimi. C'était encore le seul moyen de communication sur la Côte-Nord.
Et comme mon père n'avait pas de brevet de capitaine et qu'il aspirait un jour à commander son bateau, eh bien, dans l'hiver de 1904 à 1905, il est venu à l'école à Québec. Il avait quel âge à ce moment-là? Il avait à peu près 40 ans. Il est retourné à l'école à son âge pour obtenir son brevet de capitaine. Alors je suppose que, tout naturellement, après l'avoir obtenu, avec toutes les difficultés qu'il avait connues, ben, paternellement, il a dû chercher à vous dégoûter, à vous décourager de tout ce qui se rapportait à la navigation. Le détourner de la navigation. Est-ce qu'il a réussi? Ah oui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. D'abord, il y avait mon frère, Joe, le plus vieux, qui avait été aussi bellboy, messroom boy à bord des bateaux, ensuite news agent, baggageman. Et finalement, sa dernière année de navigation, c'est qu'il était commis à bord du La Prairie, qui faisait le service des passagers et du fret entre La Prairie et Montréal. Et dans l'automne, en 1911, ces bateaux-là hivernaient tous à Sorel, n'est-ce pas? Ah bon, vous aviez déjà un lien avec Sorel, alors? Ben, c'est parce que les bateaux hivernaient à Sorel. Et en plus de ça, ma sœur l'aînée était mariée et demeurait à Sorel déjà depuis 2 ans. Alors, dans ce temps-là, il n'y avait pas de chemin de fer entre Québec et la Baie-Saint-Paul. Alors, il fallait partir en voiture de Saint-Joachim, faire 40 000 l'automne, 40 000 pour revenir le printemps. On gagnait à peu près 12 à 15 piastres par mois à bord des bateaux. Ça coûtait 50 piastres de transport. Alors, Joe s'était dit, si je peux rester à Sorel, gagner n'importe quoi, pour pas être obligé d'avoir à encourir ces dépenses-là, ben, je vais passer l'hiver à Sorel. Ben alors, c'est l'aîné, c'est-à-dire, enfin, votre frère Joe, qui est devenu le premier vrai Sorellois de la famille. C'est lui qui est devenu le premier Sorellois de la famille, le premier Simard à demeurer à Sorel. Et comment est-il arrivé? Et surtout, comment est-ce que tous les 4, vous avez fini par vous réunir ici à Sorel? Est-ce qu'il a commencé une entreprise ou... Mon frère, en 1909, a commencé à travailler pour l'hôtel de ville à Sorel. La ville de Sorel avait une usine à gaz. Et puis, il a commencé, là, comme commis. Et puis, faire la collection des comptes pour le département du gaz. Et comme il avait aussi l'esprit de mécanique et surtout l'esprit de l'entreprise et d'administration, alors, au bout de 2 ans, il est devenu surintendant du département du gaz à Sorel. Et il est resté là jusqu'en 1914. Mais il suffit de connaître un peu l'histoire, le tempérament de la famille Simard, enfin, c'est quand même assez connu, pour supposer qu'il n'est pas resté longtemps l'employé des autres. Comment, à quelle occasion précise, est-ce que vous vous en souvenez, il a pu partir à son compte? En 1920, il y avait un vieux chantier ici à Sorel qu'on appelait le chantier Monceau. À quoi ça servait, jusque-là? Ce chantier-là servait à réparer les barges, parce qu'il y avait beaucoup de transportation qui se faisait par le Richelieu à New York. On montait le boîtier. Est-ce qu'il y avait déjà un canal? Oui, oui, il y avait le canal de Richelieu, et puis qui passait par Saint-Jean, et puis communiquait avec le lac Champlain, le Whitehall, la rivière Albany, et puis jusqu'à New York. Alors là, vous aviez les Simard qui étaient installés à Sorel, qui avaient déjà, pour ainsi dire, le visage tourné vers l'eau, vers le fleuve, vers la navigation. Vous aviez acheté des vieux chantiers Monceau. C'était un début, mais à quel moment vous êtes-vous définitivement embarqué dans la grande aventure industrielle? Vers 1927, quand on a développé le port de Québec, le Wolf's Cove, là, actuellement, où accostent les transatlantiques. Et c'est une compagnie de Vancouver qui avait eu le contrat de faire le creusage. C'était un creusage hydraulique, n'est-ce pas? Il s'agissait de prendre le matériel dans le milieu du fleuve et dans cette baie-là et de remplir les quais en arrière. Alors là, mon frère Joe avait acheté les intérêts, avait formé une compagnie avec les gens de Vancouver et ils avaient acheté leur première drague, la Générale Wolfe. Et c'est là que nous avons... Ça a été le vrai départ. Oui. Et puis c'est cette année-là aussi que je suis venu, moi, rejoindre mon frère Joe au chantier pour commencer la construction d'autres remorqueurs, d'autres chalands et d'autres dragues
parce que les travaux d'excavation, n'est-ce pas, augmentaient d'année en année. Et nous avons obtenu vers 1933 un contrat pour aider le gouvernement à faire le creusage entre Montréal et Québec. Ça faisait presque 100 ans qu'on creusait le fleuve Saint-Laurent de Montréal à Québec. Parce qu'au début, il y avait seulement que 10 pieds d'eau sur le lac Saint-Pierre. Et c'est pour ça que Québec était le port dominant. Et on a commencé à creuser le chenal sur le lac Saint-Pierre, d'abord à 20 pieds, ensuite à 25 pieds, ensuite à 30 pieds et à la fin à 35 pieds comme il est actuellement. Bon, évidemment, d'année en année, tout ça demande de l'entretien, du dragage, et c'est là que vous avez pris le départ, quoi. C'est là qu'a été le point de départ. Maintenant, pour devenir une grosse entreprise, assez pour se combiner avec des gens de l'autre bout du pays, tout ça, il faut quand même pas mal de financement, puis ça paraît toujours mystérieux, surtout mystérieux pour les Canadiens français. Comment est-ce que vous vous êtes arrangé pour capitaliser votre entreprise? Bien, en 1937, quand le gouvernement a fait la comparaison des coûts de l'excavation entre une compagnie privée, telle que nous étions, et les coûts du gouvernement, le gouvernement nous a fait l'offre de nous donner un contrat additionnel à la condition que nous achetions la flotte du gouvernement, avec des termes, n'est-ce pas? Et... dire la flotte de dragage, d'entretien. La flotte de dragage, d'entretien, de tous les remorqueurs, de tous les chalands, enfin, l'opération du gouvernement, ainsi que ses chantiers maritimes à Sorel, à l'endroit même où nous sommes aujourd'hui. Alors, c'est là que nous avons pris, nous seuls, le creusage du Saint-Laurent de Montréal à Québec. Je dirais à Québec, jusqu'en bas de la traverse au bout de l'île. Comment c'est arrivé? Je veux dire, comment une entreprise qui était déjà grande, mais purement canadienne, quand même, est-elle devenue une industrie internationale? Qu'est-ce qui a servi de tremplin à cet essor assez formidable que Sorel a connu? On sait que c'était au moment de la guerre, mais pourquoi exactement? Est-ce que c'est surtout parce que vous aviez vu venir, que vous aviez prévu ce qui s'en venait? Comme les autres, n'est-ce pas? On voyait l'Allemagne s'armer et puis la propagande d'Hitler, alors... Mais vous voyez venir un peu, vous avez prévu? Oui, ça semblait inévitable. Et comme nous avions acheté le chantier du gouvernement ici, qui était un chantier maritime, et que nous en possédions déjà un, alors il n'y avait pas de place à Sorel pour 2 chantiers. Il y avait une clause dans notre contrat quand nous avons acheté la flotte du gouvernement qui disait « Quoique ceci n'est pas une obligation légale, il reste cependant l'obligation morale pour les acquéreurs de ce chantier de tâcher de transformer le chantier à Sorel pour tâcher de procurer du travail. » Alors, nous avons regardé un peu partout. Nous avons envoyé des missions aux États-Unis, en Amérique du Sud. Et nous rappelant l'expérience de la Première Guerre, l'idée nous est venue de contacter en France les industries Schneider du Creusot. Parce que mon frère Joe avait vu dans les journaux que le gouvernement de la Tchécoslovaquie venait de se rendre acquéreur de tout le contrôle des usines Skoda, qui dans le temps étaient contrôlées par M. Eugène Schneider de France. Et en discutant avec mon frère Joe, ben d'ici, ces gens-là se sont départis et ont perdu l'intérêt d'un arsenal en Tchécoslovaquie, ça réglerait le problème de Sorel. Et c'est sur cette idée-là que j'ai fait le premier voyage en 1938 pour rencontrer M. Schneider à Paris. Devenu international à ce moment-là. Oui, bien. Et de dire à M. Schneider s'il ne serait pas intéressé à venir ouvrir une usine ici au pays. Qu'ayant acquis tous les succès dans le domaine industriel, que nous avions grandi au maximum, je crois que nous pouvions le faire dans le temps, que si le secours nous venait d'en haut, si un homme de son prestige, de ses finances, pouvait ouvrir une industrie à Sorel, ceci
comblerait, n'est-ce pas, la déficience qu'il y avait pour équilibrer la main-d'œuvre. Mais... Parce que le Creusot, avant, c'est quelque chose. Ah oui, le Creusot est la plus grande industrie sidérurgique de France. Seulement, on s'est trouvé là dans le temps du gouvernement Blum, qui faisait l'expropriation des industries privées. Et il était difficile d'intéresser le gouvernement français à voir d'un bon œil à ce que les industries Schneider viennent ici s'établir. Alors là, l'idée nous est venue d'aller en Angleterre. Mais pendant qu'on discutait avec l'amirauté anglaise, on pensait simplement bateau, et on pensait construction navale. Alors nous disions à l'amirauté anglaise que nous croyions, chez nous, que la guerre semblait inévitable, et qu'évidemment, s'il y avait une guerre, que l'Angleterre serait sujette au bombardement aérien. Alors pourquoi pas faire de la prévention et nous donner des ordres éducationnels dans du matériel qu'ils croiraient avoir besoin en cas de guerre. Ceci ne les engageait pas dans des grosses mises de capitaux. Et puis, finalement, toujours l'amirauté n'était pas intéressée. De là, nous sommes... Ils ne croyaient pas à la guerre? Non, ils ne croyaient pas à la guerre, et puis ça les intéressait plus ou moins. Seulement, ils donnaient une certaine valeur à ma prétention. Et j'ai rencontré des gens du War Office, de l'armée. Et l'armée anglaise était intéressée dans le temps à deux types de construction ici au pays. Elle était intéressée pour faire bâtir la mitrailleuse. Le Bren Gun, que vous vous rappelez, était bâti en Ontario, par le John English. Et puis ensuite de ça, d'un canon de campagne, le 25 livres. Ce n'était plus un secret pour personne. Sorel, maintenant, avait son arsenal. Un arsenal qu'on avait érigé à coups de millions en un temps record, afin de commencer le plus tôt possible la production du canon de 25 livres. L'histoire du 25 livres s'est écrite sur tous les champs de bataille de l'Europe et de l'Afrique. C'est avec lui qu'on a forcé Rommel à reculer enfin pour la première fois à El Alamein. Sur les plages de Sicile, dans les collines d'Ortona, les troupes canadiennes n'avançaient que sur un terrain bien préparé par l'artillerie lourde, dont le 25 livres était toujours la vedette. Durant ces années de guerre, la Sorel Industries a fabriqué plus de 2000 canons de 25 livres et aussi des canons navals. C'était la première fois qu'une pièce d'artillerie lourde était fabriquée entièrement au Canada. L'usine devait rester en marche 24 heures par jour et durant toute la guerre, elle employa jusqu'à 6000 ouvriers dans les métiers les plus divers. Le 25 livres, c'est un canon de campagne de longue portée. De même qu'il avait remplacé le célèbre 92 mm de 14-18, eh bien, aujourd'hui, chacun son tour, il cède sa place aux pièces de 105. Vous passez un peu trop rapidement, M. Simard, sur des choses, évidemment, pour vous, c'est un fait accompli maintenant. Mais vous arrivez avec 5 lignes de contrat, puis ici, une industrie où il y a une main-d'œuvre qui est habituée au dragage du fleuve, à la construction maritime, mais en faire un arsenal, ça doit quand même pas se faire comme ça, tout seul. Et vous avez dû avoir des experts, par exemple, des instructeurs.
Oui, d'abord, nous dépendions en grande partie sur l'aide que nous avions de M. Schneider, qui était intéressé et puis qui était prêt à mettre la mise de capital requise pour ça, parce que nous n'avions pas les capitaux nécessaires. Et nous avions fait l'élaboration des plans. Et pour la construction des usines elles-mêmes, tout ce que nous avions besoin, c'était des dimensions générales de l'apport des Français. Et M. Schneider disait, ben, ce ne sont pas nous qui sommes capables de vous montrer au Canada la manière de construire des usines par rapport au climat, aux changements de température et tout ça. Là, vous avez les ingénieurs et les architectes. Ça allait très bien pour la construction de l'usine. La mise en marche de la production, quoi. Nous allons vous envoyer une mission d'ici. Nous allons vous envoyer des métallurgistes. Nous allons vous envoyer des chimistes. Nous allons vous envoyer des forgerons. Nous allons vous envoyer des gens dans la production. Et en même temps, vous allez nous envoyer, nous, une mission au Creusot de Canadiens, des diplômés du Polytechnique ou techniciens ou des gens de métier pour venir faire un stage ici au Creusot. Et quand on sera en opération à Sorel, ces gens-là, qui auront travaillé un an et demi au Creusot, retourneront à Sorel, rejoindre l'équipe française qui est déjà sur les lieux, et nous serons en mesure de débuter. C'est ce qui est arrivé. Seulement, avec la chute de la France en 1940... Vos gars ont dû revenir assez vite. Nos gens sont dû revenir. Nos gens sont revenus au début de 40. Et la France a été forcée de signer, n'est-ce pas, un armistice avec l'Allemagne. Et il y avait une clause dans laquelle il disait qu'aucun Français ne devait travailler ni directement ni indirectement contre l'Allemagne. Et comme notre contrat était avec le gouvernement anglais et que les canons que nous bâtissions ici devaient éventuellement servir contre les Allemands, eh bien, on a commencé à faire des représailles à ces Français-là. Et ces Français-là, des menaces à leur famille, ne voulaient pas la répétition de qu'est-ce qu'il était arrivé aux familles des gens du Creusot depuis à la Première Grande Guerre mondiale. Et les uns après les autres sont repartis. Ça a pris à peu près 5 à 6 mois à partir du premier jusqu'à ce que le dernier des techniciens français nous laisse. Il suffit d'un instant de réflexion pour apprécier l'énormité des problèmes auxquels l'industrie sorelloise avait maintenant à faire face. Il lui a fallu improviser une main-d'œuvre capable non seulement de fabriquer le 25 livres pour l'amirauté anglaise, mais aussi capable d'assurer la construction d'une flotte de navires de guerre. Dans un autre entretien, M. Édouard Simard nous évoquera ces années mouvementées, où le Canada a dû se plier pour la première fois, et pour la dernière, espérons-le, à un effort de guerre total.